Salut à toi et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le chapitre Travail-Emploi. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment définir et mesurer les caractéristiques du travail et de l'emploi. Mais aujourd'hui, on va voir que l'organisation du travail et de l'emploi s'est transformée, ce qui a eu des effets sur les conditions de travail. En effet, pour augmenter la productivité du facteur travail, les entreprises ont eu recours à différents modèles d'organisation du travail qui ont évolué depuis plus d'un siècle. L'organisation du travail regroupe l'ensemble des méthodes utilisées pour coordonner efficacement les différentes activités et fonctions au sein d'une unité de production. Elle comprend les modalités de répartition des tâches et des fonctions entre les travailleurs dans une entreprise. Et dès le début du XXe siècle, une organisation du travail fondée sur des modèles tayloriens, comme le taylorisme et le fordisme, a commencé à prendre forme. Ces modèles ont marqué les premières grandes étapes dans la quête de l'efficacité et de la productivité industrielle. On va alors présenter et détailler ces modèles pour comprendre leurs caractéristiques en commençant par le taylorisme. Le taylorisme est une théorie de gestion du travail formulée par Frederick Winslow Taylor au début du XXe siècle. Ce système cherche à améliorer l'efficacité économique, en particulier la productivité du travail, par une analyse scientifique des méthodes de travail. L'objectif est donc d'optimiser la productivité en minimisant le temps et les mouvements nécessaires à l'exécution d'une tâche. Pour cela, le modèle se caractérise par trois aspects principaux: une division verticale du travail, une division horizontale du travail et un salaire au rendement. Voyons en détail ces trois caractéristiques. Déjà, la division verticale du travail. Dans le cadre du taylorisme, elle repose sur une séparation stricte entre le travail manuel d'exécution et le travail intellectuel de conception. Cette séparation crée une hiérarchie où chaque niveau a des rôles bien définis. Les ingénieurs du bureau des méthodes sont chargés de concevoir les méthodes de travail les plus efficaces, souvent appelées the one best way. Ces méthodes déterminent non seulement la posture et les gestes, mais aussi le temps nécessaire pour chaque tâche, optimisant ainsi l'efficacité productive. Au sein de cette structure, les contremaîtres jouent un rôle de surveillance et de chronométrage des ouvriers, s'assurant que les méthodes prescrites sont suivies à la lettre. Les ouvriers, quant à eux, sont réduits à l'exécution simple et stricte des tâches qui leur ont été assignées, sans aucune implication dans la planification ou l'amélioration de ces tâches. Cette organisation crée donc une hiérarchie rigide et une relation stricte entre les différents niveaux de l'entreprise. Ensuite, on a la division horizontale du travail. C'est un autre pilier du taylorisme qui implique la décomposition du processus de production en tâches élémentaires et répétitives. Chaque ouvrier se spécialise dans une tâche spécifique qui nécessite peu de formation et ne requiert pas de réflexion ni de qualification avancée. Cette spécialisation extrême conduit à une parcellisation des tâches où l'ouvrier n'est pas là pour penser selon les mots de Taylor lui-même. Dans cette configuration, le travail de chaque ouvrier perd son sens global car il se limite à des gestes isolés qui, pris séparément, sont dépourvus de signification complète dans le cas du produit final. Enfin, la troisième et dernière caractéristique du taylorisme, c'est le salaire au rendement. Il est utilisé pour motiver les ouvriers à adhérer à ces méthodes de travail rationnellement organisées. Dans le système taylorien, le salaire est directement lié à la quantité de travail produite, souvent mesurée par le nombre de pièces produites ou par la cadence imposée par le chronométrage. Cela crée une pression constante sur les ouvriers pour maintenir ou augmenter leur rythme de travail car leur rémunération en dépend directement. Taylor lui-même préconisait de réduire le salaire des travailleurs qui ne respectaient pas les cadences requises, utilisant ainsi la peur de la perte de revenus ou l'espoir d'un gain supplémentaire comme levier de motivation. Un exemple contemporain d'une entreprise qui applique des principes similaires à ceux du taylorisme est Amazon. En effet, dans ses centres de distribution, l'utilisation de scanners de colis joue un rôle central, non seulement dans le suivi des commandes, mais aussi dans la mesure de la productivité des employés. Ces scanners enregistrent la performance individuelle et collective et les résultats sont affichés publiquement et communiqués aux travailleurs. Ces données servent de base pour le calcul des primes de productivité, illustrant ainsi le principe de rémunération au rendement. De plus, la spécialisation des tâches, caractéristique de la division horizontale du travail, est évidente, puisque chaque employé est assigné à des tâches spécifiques qui demandent peu de réflexion globale sur le processus. Enfin, la supervision stricte par la hiérarchie, qui surveille étroitement les temps et les mouvements, reflète la division verticale
du travail. Ainsi, le taylorisme a posé les bases d'une organisation du travail extrêmement structurée, visant à maximiser la productivité par des méthodes scientifiques. Mais quelques années plus tard, un prolongement du taylorisme va voir le jour, le Fordisme. Le Fordisme, nommé d'après l'industriel américain Henry Ford, est un modèle d'organisation du travail qui a révolutionné les méthodes de production dans l'industrie automobile et au-delà. Ce modèle est considéré comme un prolongement du taylorisme car il va imposer, à partir de l'exemple des abattoirs de Chicago, le travail à la chaîne. Ce dernier repose sur une double division du travail, verticale et horizontale, comme pour le taylorisme, mais présente surtout de nouvelles caractéristiques telles que les chaînes de montage mécanisées, la standardisation de la production et une politique salariale particulièrement agressive, symbolisée par le $5 Days. Développons chacune d'elles. Commençons par les chaînes de montage mécanisées, qui est l'une des innovations les plus emblématiques du Fordisme. Ce système a révolutionné la manière dont les produits sont assemblés en usine. Au cœur de ce dernier, un convoyeur transporte les pièces et les produits en cours d'assemblage directement à chaque poste de travail, éliminant ainsi les déplacements inutiles des ouvriers. Henry Ford lui-même a quantifié l'impact de ce système en disant « Si vous économisez 10 pas par jour à chacun des 12 000 employés, vous économiserez 75 km de mouvements gaspillés et d'énergie inutile. » Mais la chaîne de montage ne se contente pas de rationaliser le transport des pièces. Elle unifie également la productivité des ouvriers en imposant la cadence de travail. En ajustant simplement la vitesse du convoyeur, la direction de l'usine peut augmenter ou diminuer le rythme de production, forçant ainsi les ouvriers à suivre le tempo dicté par la machine. Ce système réduit considérablement le temps de fabrication et standardise les mouvements. La parcellisation des tâches est ramenée à un seul geste répété des milliers de fois. La deuxième caractéristique du Fordisme est la standardisation de la production, c'est-à-dire la production en série de modèles identiques. Dans le cas de Ford, cela s'est manifesté par la production en série du modèle T, disponible uniquement en noir. Selon les mots célèbres de Ford, vous pouvez l'avoir dans n'importe quelle couleur pourvu qu'elle soit noire. Cette approche a permis une simplification radicale du processus de production. En standardisant les pièces et les produits, les ouvriers spécialisés n'ont plus besoin de perdre du temps à s'adapter à différentes tâches ou outils, ce qui accélère significativement la production en série. Et enfin, la troisième et dernière caractéristique du Fordisme, c'est l'introduction du $5 Day, une stratégie salariale où le salaire journalier des ouvriers était fixé à $5, bien au-dessus de la moyenne de l'industrie à l'époque. Alors cette politique avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle visait à réduire le taux élevé de rotation du personnel, le turnover, et l'absentéisme, qui était à l'époque fréquent en raison de la monotonie et de la pénibilité du travail sur les chaînes de montage. En effet, en augmentant les salaires, Ford cherchait à fidéliser sa main-d'œuvre et à garantir une production continue. De plus, en augmentant les salaires de ses employés, Ford a non seulement amélioré leur niveau de vie, mais a aussi augmenté leur capacité à acheter des produits, y compris des voitures. Par conséquent, en payant mieux ses travailleurs, Ford a aidé à développer un marché pour ses propres automobiles. Cela a permis de soutenir une production continue et en grande quantité car les employés de Ford pouvaient désormais se permettre d'acheter les produits qu'ils fabriquaient, stimulant ainsi la demande et la production de l'entreprise. Le Fordisme, en prolongeant le taylorisme avec ses chaînes de montage mécanisées, sa standardisation de la production et ses politiques salariales innovantes, a donc marqué une étape importante dans l'évolution des formes d'organisation du travail. Cependant, même si les modèles tayloriens, donc le taylorisme et le Fordisme, améliorent la productivité, réduisent les coûts de production et optimisent les performances de l'entreprise, ils présentent également des effets négatifs, notamment pour les travailleurs. En effet, bien que ces modèles aient été conçus pour maximiser l'efficacité et la productivité, les années 1960 vont faire apparaître les limites des organisations tayloriennes, notamment pour les travailleurs. Trois de ces effets méritent une attention particulière: l'aliénation des travailleurs, leur déqualification et l'intensification du travail. Donc déjà, l'aliénation des travailleurs. Dans ce contexte, elle correspond à la séparation des travailleurs de la production de leur travail, de leurs collègues et de leur propre intérêt humain. Dans le système taylorien, le travail est hautement parcellisé, ce qui signifie que les tâches sont réduites à des actions simples et répétitives. Cette simplification
extrême du travail a des conséquences directes sur le sens que les travailleurs trouvent dans leur activité quotidienne. De plus, dans les modèles tayloriens, les ouvriers sont simplement des exécutants de tâches prédéterminées, conçues et chronométrées par des ingénieurs du bureau des méthodes. Leur travail ne nécessite pas de réflexion ou de prise de décision, réduisant ainsi leur engagement et leur satisfaction. Le manque d'engagement et la répétition incessante des mêmes gestes conduisent donc à un sentiment d'isolement et de vide, renforçant l'aliénation. Ensuite, le deuxième effet est la déqualification des travailleurs. Par déqualification, on entend la réduction des compétences requises pour effectuer un travail, ce qui diminue la valeur de la main-d'œuvre dans le processus de production. En effet, dans les modèles tayloriens, les tâches sont décomposées en éléments si simples que presque tout apprentissage ou expertise préalable devient superflu. Cette pratique a un double effet. Elle rend les travailleurs facilement remplaçables et elle diminue leur capacité à influencer ou contrôler leur environnement de travail. Par conséquent, les ouvriers perdent non seulement leur savoir-faire, mais aussi toute perspective d'amélioration ou de progression dans leur carrière, car les compétences qui pourraient être valorisées sur le marché du travail ou au sein de l'entreprise sont systématiquement détériorées. Et enfin, le troisième effet négatif est l'intensification du travail. Concrètement, il y a une augmentation de la quantité de travail effectué dans un temps donné, souvent sans compensation proportionnelle pour les travailleurs. Dans les modèles tayloriens, cette intensification est réalisée par le chronométrage strict des tâches et l'imposition de cadences élevées qui doivent être maintenues tout au long de la journée de travail. L'intensification conduit à une augmentation de la fatigue physique et mentale car les ouvriers doivent constamment travailler à la limite de leur capacité pour répondre aux exigences de production. Cela peut entraîner une usure plus rapide des capacités des travailleurs, augmentant ainsi les risques de blessures et de maladies professionnelles et réduisant la qualité de vie au travail. Ainsi, les modèles tayloriens d'organisation du travail, bien qu'efficaces pour augmenter la productivité à court terme, ont introduit des effets négatifs significatifs qui affectent profondément le bien-être des travailleurs. L'aliénation, la déqualification et l'intensification du travail étant des conséquences directes de ces modèles. Et c'est dans ce contexte et pour répondre à ces limites que de nouvelles formes d'organisation du travail vont voir le jour. Les modèles post-tayloriens. Ces modèles post-tayloriens s'inspirent largement du toyotisme théorisé par l'ingénieur Taishi Ohno de l'entreprise automobile Toyota. Il vise à rendre le travail moins rigide et plus humain tout en conservant une haute efficacité productive. Le post-taylorisme se caractérise donc par sa tentative de redonner aux travailleurs une certaine autonomie, de renforcer leur polyvalence et de mettre en place des systèmes de production plus réactifs et adaptatifs, comme la production en juste à temps. Il repose ainsi sur trois principes majeurs: la recherche d'une plus grande flexibilité, la recomposition des tâches et un management participatif. Et c'est ce qu'on va développer. Donc commençons par la première caractéristique des modèles post-tayloriens, la recherche d'une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail. Dans ce contexte, la flexibilité correspond à une situation où la quantité de travail, son organisation, sa rémunération et le temps de travail s'ajustent en permanence à la demande et à l'activité. Le but est donc pour les entreprises d'être le plus flexible possible afin d'assurer une production efficace et réactive, évitant les coûts inutiles et améliorant la satisfaction du client. En effet, dans les modèles post-tayloriens, l'approche de la flexibilité vise à éliminer les gaspillages et à maximiser l'efficacité en adaptant la production aux commandes réelles plutôt qu'à des prévisions souvent incertaines. Ce principe est souvent mis en œuvre via des systèmes de production en juste à temps ou ligne production où les produits ne sont fabriqués qu'en réponse directe à la demande spécifique du client, réduisant ainsi les stocks excédentaires et les délais. Par exemple, dans l'industrie automobile, certains constructeurs ajustent leur cadence de production en fonction des commandes reçues. Un client peut devoir attendre plusieurs mois pour recevoir un véhicule configuré selon ses spécifications précises, ce qui permet à l'usine de ne produire que ce qui est nécessaire et de minimiser les stocks. De plus, la flexibilité permet de répondre plus précisément aux besoins individuels des consommateurs, augmentant ainsi leur satisfaction et fidélité. En produisant selon les spécifications exactes du client, les entreprises peuvent offrir des produits personnalisés. Cette personnalisation est possible grâce à des ajustements rapides dans le processus de production où les travailleurs polyvalents sont capables de changer rapidement de tâches en fonction des besoins. Par exemple, dans le secteur de la restauration rapide, comme chez McDonald's ou Subway, la production personnalisée est évidente. Les employés préparent des hamburgers ou des sandwichs immédiatement après qu'une commande soit passée, garantissant un produit frais et
personnalisé sans surplus de stock de produits finis. Enfin, la flexibilité horaire, cette fois, permet aux entreprises de s'adapter aux variations de la demande à différents moments. Et oui, des horaires flexibles ou décalés sont essentiels pour s'adapter aux pics de consommation qui varient selon les heures, les jours ou les saisons. Cette adaptation horaire assure que les ressources humaines sont utilisées efficacement, réduisant les coûts de main-d'œuvre durant les périodes creuses tout en répondant efficacement à la demande accrue pendant les pics. Dans les supermarchés, par exemple, les caissières peuvent travailler selon des horaires flexibles pour gérer efficacement les flux de clients pendant les heures de pointe comme après le travail ou les week-ends, garantissant ainsi que les temps d'attente soient minimisés et que l'expérience client soit optimale. Ensuite, la deuxième caractéristique des modèles post-tayloriens est la recomposition des tâches. C'est une stratégie d'organisation du travail qui vise à réduire la division horizontale du travail en élargissant et enrichissant les responsabilités des employés. Cela signifie que, contrairement à la spécialisation extrême caractéristique du taylorisme, les travailleurs sont encouragés à acquérir des compétences dans une variété de tâches liées non seulement à la fabrication directe, mais aussi à la programmation, à l'entretien et à la surveillance des machines et du processus de production. Cette approche augmente la polyvalence des employés, leur permettant de maîtriser et de contrôler plus largement leur environnement de travail. Le principal objectif de la recomposition des tâches est de dynamiser le travail en rendant les tâches moins monotones et plus intégrées. Cela permet une plus grande flexibilité opérationnelle et une meilleure adaptabilité aux changements du marché, en s'assurant que les employés peuvent réagir efficacement aux divers besoins de la production. Et pour finir, la troisième et dernière caractéristique des modèles post-tayloriens est le management participatif. C'est une approche organisationnelle qui vise à réduire la division verticale traditionnelle du travail en intégrant activement tous les employés dans les processus décisionnels et opérationnels de l'entreprise. Cette méthode s'oppose directement à la hiérarchie stricte du taylorisme où la séparation claire entre la conception et l'exécution empêche les ouvriers d'avoir une influence sur leur environnement de travail. Dans un système de management participatif, cette séparation se réduit significativement. Les ouvriers ne sont plus de simples exécutants mais participent activement à la réflexion sur l'organisation du travail. Cette participation peut prendre plusieurs formes allant de la conception des tâches à des discussions sur l'amélioration des processus de production. Bon d'accord, mais comment il est appliqué ce management participatif? Eh bien, il y a deux moyens principaux pour l'appliquer. Les cercles de qualité et les équipes semi-autonomes. Donc déjà, les cercles de qualité. Ce sont des groupes composés d'ouvriers et de cadres qui se réunissent régulièrement pour discuter des problèmes rencontrés sur le terrain et pour brainstormer des solutions innovantes. Les suggestions productives, en plus d'être prises en compte, sont souvent récompensées par des primes ou des bonus, créant un environnement où l'innovation est valorisée et encouragée. Cette méthode permet ainsi de construire un dialogue constructif entre différents niveaux hiérarchiques. Ensuite, on peut l'appliquer avec des équipes semi-autonomes. Ce sont des groupes de travailleurs, généralement de 8 à 12 personnes, qui se voient assigner un objectif de production clair par la direction. Mais la manière d'atteindre cet objectif est largement laissée à la discrétion de l'équipe. Les équipes organisent librement le partage des tâches, la gestion des horaires et les méthodes de travail. Cette autonomie permet aux équipes de développer des stratégies propres et d'adapter leurs pratiques de manière dynamique aux défis qu'elles rencontrent. Ainsi, le management participatif, en réduisant la division verticale et en favorisant une approche moins autoritaire, transforme la culture organisationnelle. Les modèles post-tayloriens cherchent donc à montrer que la flexibilité, l'intégration des employés dans les processus décisionnels et la polyvalence peuvent coexister avec une production efficace et réactive. Mais maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que les conditions de travail avec le développement des formes post-tayloriennes se sont améliorées? Dit autrement, quels sont les effets sur les conditions de travail des modèles post-tayloriens? Ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te dis à tout de suite.